Tout ça, c'est du Misheard Lyrics. Alors c'est peut-être pas aussi répandu que le YouTube Poop ou le prank, mais c'est tout de même un exercice dont Internet et YouTube s'est très vite emparé. Et vous en aviez sans doute déjà vu. Vous l'aurez compris, il s'agit de sous-titrer une chanson étrangère en français en fonction de ce que l'on entend, et non pas en traduisant les propos du chanteur ou de la chanteuse. On tente de créer un genre d'hallucination auditive, c'est-à-dire de faire entendre des choses qui ne sont pas vraiment prononcées. Vous avez vu? Enfin, plutôt entendu? Et ben maintenant, vous pourrez plus revenir en arrière. Votre cerveau, il a comme vrillé. Vous entendrez toujours les macarons qui naviguent, et ce, jusqu'à la fin des temps. Vous le savez peut-être, hein, il y a presque 10 ans, avec les copains du Nesblog, on avait bossé sur Guy. Enfin, façon de parler, hein, on était un tout petit groupe et on l'avait fait avec nos petits doigts et nos moyens de l'époque. On a écrit les paroles, on a mis des effets sur le clip, merci Karim, et le résultat final avait fait son petit buzz. Et depuis cette époque, je fais comme de la veille sur les clips de J-pop et de K-pop. Hein. J'essayais de trouver la chanson qui nous permettrait de retenter l'aventure. Bon, ça m'est arrivé de passer une ou deux soirées à regarder des clips en japonais ou en coréen. Non mais c'était juste pour savoir si parfois mon cerveau entendrait pas des trucs en français. Et puis un jour... Non mais vous êtes d'accord là? Vous l'entendez comme moi. Elle dit bien « T'es chaud de ma cousine ». Elle peut pas dire autre chose, non mais écoutez bien. À partir de cette simple phrase, il y a 4 ans, je repartais à l'aventure. Cette fois, avec un groupe beaucoup plus conséquent. Avec l'arrivée de Twitch, j'ai fait ça sur ma chaîne, avec les viewers. Toute une commu s'est alliée pour trouver les meilleures paroles possibles et pour faire les meilleurs effets. Et franchement, on s'est bien marré. On a poussé le concept un peu plus loin ce coup-ci, des gens plutôt bons dans leur domaine nous ont fait de sacrés beaux effets et ça donne un clip quasi psychédélique. Et enfin, plus récemment, dans ma veille des clips japonais, mon cerveau a encore entendu quelque chose. Ah si, c'est clair, écoutez. Bah, tout le monde l'entend, je l'ai fait tester à plein de gens, tout le monde entend, je suis tout ému à Hidalgo, c'est pas moi, c'est les japonaises qui chantent ça. Sauf que, bon, si je viens m'adresser à vous, étonnamment, c'est pas pour parler d'écriture de paroles, ni de Misheard Lyrics, ni même du meilleur clip de campagne de l'histoire, mais de deepfake. Et oui, plot twist, hein, c'est ce qui s'est passé après l'écriture des paroles et du stream dont je vais vous parler. Bon, vous l'avez vu, que ce soit dans Guy ou dans T'es chaud de ma cousine, on a ajouté des effets sur la vidéo. Déjà, parce que ça aide bien le phénomène des Misheard Lyrics, mais aussi et surtout parce que ça nous fait bien marrer. Et si vous n'avez pas ri en voyant Serge Dassault se trémousser sur de la J-pop, je sais pas ce qu'il vous faut. Mais revenons-en à nos moutons. Comme vous l'aurez compris, j'essaie plus ou moins de suivre les nouvelles technologies. À l'époque de Guy, Twitch n'était pas impliqué, parce que Twitch, ça existait pas. Je suis vieux. À l'époque de T'es chaud de ma cousine, c'est autre chose, hein, parce que Twitch et les plateformes de streaming étaient en plein boom, et pour moi, c'était assez normal de les utiliser. Et là, on est 4 ans plus tard. Encore une fois, les technologies ont évolué, le monde a évolué, le Covid a évolué. Comme je l'ai dit juste avant, on va parler de deepfake, mais peut-être que vous savez pas trop ce qu'est un deepfake. Et c'est même pas moi qui vais vous l'expliquer parce que je suis un vulgarisateur feignant, mais Ryan Reynolds et Jordan. C'est flippant, pas vrai? S'il y a plus de 12 photos de toi sur internet, je peux envoyer à ta maman une vidéo où on te verrait en train de faire une gâterie à un bouc. Je dis pas que je vais le faire, je dis que je pourrais le faire, si j'avais du temps et l'envie, et suffisamment de photos. Merci Ryan. Bon, là d'accord, c'est vachement résumé. Jordan, sur la chaîne du Vortex, en avait parlé également. Bah tiens, écoutez ce qu'il nous disait à l'époque. Et oui, grâce au deep learning, on a fait d'énormes progrès dans les domaines de la manipulation des images, et aussi de la manipulation audio. On peut donc générer la voix de quelqu'un afin de lui faire dire des trucs qu'il ou elle n'a jamais dit. Thank you. Stay woke, bitches. Et merci Jordan. Pas tous les jours qu'on fait un feat avec Ryan Reynolds, non? Comme on essaie de vous l'expliquer là, un deepfake c'est généré par une IA. Et c'est la grande évolution du truc. On remplace un visage par un autre, sauf qu'on n'a plus besoin d'une armée de graphistes ou de motion designers hyper balèzes dans leur domaine. Vous avez un bon programmeur, un peu de temps devant vous et une recherche Google Images pour choper quelques photos et on peut faire un deepfake. Rien qu'avec ça, on peut obtenir déjà des résultats hyper bluffants. Nous ne pouvons plus reculer. L'impact est imminent. Alors,
Détendez-vous et appréciez la victoire. Profitez, quoi qu'il en coûte. Alors vous imaginez bien une telle technologie, un tel outil, ça a tout de suite posé des problèmes moraux. On a fait dire des choses à Barack Obama qu'il n'avait pas dites, des actrices hollywoodiennes se sont retrouvées dans des pornos, et le pire du pire dans tout ça, ça a inspiré Nicolas Canteloup dans une émission basée sur le concept. En tant que nouvelle présidente, je double tous les salaires. Et c'est malaisant ce que fait Canteloup. Bon, moi, question éthique, morale, tout ça, j'ai bien mon avis, mais je connais quelqu'un dont c'est un peu le boulot, je parle de Monsieur Phi, et vous savez quoi? On va l'appeler. Salut Thibaut, ça va? Salut. Je me suis dit que ce serait bien qu'on ait une discussion, voire un avis d'un philosophe. Alors tu peux décliner, hein, tu peux réfléchir aussi, c'est juste que j'enregistre tout ça, c'est pour documenter la démarche en fait autour de tout ça, de tout le cheminement qui s'est passé dans notre tête. Et en fait là on est presque face à des dilemmes et à des petits problèmes éthiques et philosophiques, et je vais te montrer pourquoi. Le clip de campagne, vraiment le meilleur clip de campagne de l'histoire. C'est vrai que j'avais déjà vu des deepfakes assez impressionnants qui jouaient un peu sur cette ambiguïté du genre des TikTok de Tom Cruise complètement délirants. T'as dû les voir, non? Je ne sais pas si tu. Ouais, je vois très bien. Pour prendre l'exemple d'un truc qui est très simple à reproduire, mais dont l'authenticité peut être prouvée par d'autres moyens, par exemple un screen de tweet. Le screen d'un tweet, ça garantit pas du tout que ce tweet a eu lieu. Et pourtant, typiquement, les tweets, c'est un peu des trucs qui sont documentés, dont on peut se servir dans des articles, etc. Et qu'est-ce qui va faire que un tweet est authentique? C'est pas juste que tu peux le reproduire, que tu peux mettre le screenshot dans l'illustration de ton article. C'est quelque chose d'autre. C'est presque une sorte de validation sociale par le fait que le tweet est là, effectivement, sur le compte Twitter, tu peux le retrouver, etc. Ou s'il a été supprimé, il y a eu suffisamment de témoins pour qu'on puisse authentifier le côté, etc. T'as l'impression que c'est plus ce genre de mécanique-là et qui permet l'authentification. Et tu vois que ça marche quand même sur les tweets, c'est-à-dire qu'on va pas dire qu'on croit n'importe quoi, ou qu'on ne croit rien, sous prétexte que c'est facile à reproduire. Il y a juste d'autres mécaniques qui se mettent en place pour assurer que tel document est authentique. La différence, je pense aussi, c'est que la notion de photoshopper ou de faker un truc facile à faker, c'est plus facile de vérifier. Plus c'est compliqué de tricher, moins on se dit que c'est trichable, tu vois. C'est pour ça que si ça devient clair que c'est très facile, si tout le monde par exemple s'amuse à manier ça, au bout d'un moment, la perception qu'on aura d'une vidéo, elle sera très différente. Elle sera aussi différente que la perception qu'on a d'un tweet où on se fie pas à un screen de tweet immédiatement. On se demande d'abord est-ce que vraiment on peut le retrouver sur Twitter, etc. Enfin, il y a toute une autre façon d'authentifier le truc. C'est vrai que nous de base, on a un rapport à la vidéo qui est tel que lorsqu'on voit une vidéo, on se dit, ça a dû avoir lieu tel quel, parce que c'est très difficile à reproduire, etc. Si ça devient très clair qu'en fait c'est très facile de changer le visage de quelqu'un sur une vidéo, par exemple, effectivement, on pourrait avoir un tout autre rapport aux images. Est-ce que c'est fondamentalement différent que d'écrire une fanfiction à propos d'Anne Hidalgo, par exemple, qui la mettrait en scène? Je pense au truc là, parce que c'est comme s'il y avait un problème dans le photoréalisme lui-même, mais vraiment, c'est purement le photoréalisme, parce que dans l'exemple, parce que typiquement, tu pourrais imaginer. Oui, si on l'avait fait en animation, on s'en foutrait, quoi. Même si elle lui ressemblait beaucoup, on s'en foutrait. Très clairement, le côté photoréaliste, ça déclenche quelque chose en nous qui fait que là, on a l'impression que on va trop loin, quoi. Il y a un genre de borne à pas dépasser, en fait, mais elle est dure à identifier. Merci beaucoup. Cool, avec plaisir. Revenons à Anne, si vous le voulez bien, et comment elle se retrouvait trémoussante dans un clip de J-pop pour booster sa campagne électorale. Faut bien comprendre qu'au moment où il est venu pour nous d'ajouter des effets sur le clip, je pensais savoir où en était la technologie des deepfakes. Mais l'idée m'intéressait, et je me suis dit que dans notre commu, il y avait peut-être quelqu'un qui s'y connaissait, qui pourrait me renseigner, et peut-être même tester des trucs. J'ai donc lancé un appel sur mon stream lors d'un de mes lives. À ce moment précis, dans mon esprit, il y avait une forte probabilité qu'on me dise que ça demanderait beaucoup trop de travail, ou tout simplement que nos essais soient des échecs. Et puis là, Logo est arrivé. Alors Logo, il est bon en informatique, hein, c'est son travail, il est spécialiste en deep learning et en IA. Et c'était un peu le type de personne que je recherchais quand j'ai lancé mon appel. Au moins pour parler de la technologie. Mettons les pieds dans le plat. Moi, je pense que c'est devenu beaucoup trop facile et que
Ce qu'il faut faire maintenant, il faut que tout le monde sache que c'est possible de faire ça et que les gens ne fassent pas confiance dans les vidéos. Il faut que ma grand-mère ait conscience que en 5 minutes, on peut faire une vidéo avec Anne Hidalgo qui fait n'importe quoi. Par ses connaissances et son expérience, il a déniché un logiciel open source tournant sur Linux, et là, juste comme ça, il nous poste un petit résultat sur le Discord sans prévenir personne. Un petit clip de 10 secondes, et boum, on se retrouve avec un résultat hyper bluffant. Imaginez ma réaction. J'avais des doutes sur le fait qu'on puisse réussir à faire un deepfake potable sur 2 secondes de vidéo, et là, logo, il nous sort 10 secondes d'une qualité assez folle. Autant vous dire, sur le Discord, c'est la folie. On était tellement étonnés par le résultat qu'on s'est connecté en vocal. Et on l'a bombardé de questions. T'es qui? Comment t'as fait? Bordel, tu dois être balèze en deepfake. Et là, le type, il nous dit que non, déjà, c'est pas sa spécialité, les deepfakes. Pire, c'est son tout premier. Il en avait jamais fait avant. Et mieux encore, il nous dit qu'il a utilisé une seule photo d'Anne Hidalgo pour ces 15 secondes. Son image Wikipédia. C'est son image Wikipédia d'Anne Hidalgo pour tout le truc. Et il a fait ça en 15 minutes. Bon bah là, réaction naturelle de ma part, j'ai voulu faire tout le clip. Mais ça c'est mon côté, voilà, dès que je vois un truc, je veux tout, je veux plus. Tu me donnes ça, moi je te prends ça, c'est la base. Et si vous avez vu le résultat final, vous savez ce qu'il en est. Le résultat est assez fifou. C'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. Alors, je vous précise une chose aussi, on n'a pas forcé pour faire tout le clip, ça nous a pris 4 heures. Imaginez le résultat si on s'était appliqué, si on avait fait un dataset conséquent, si on avait pris notre temps au lieu de faire ça en même pas une nuit, ou si on avait réglé l'algo par exemple entre chaque plan du clip. Non, non, en vrai, on a fait ça comme des gros bourrins, on y est allé à la zob. Et punaise, le résultat, il est quand même assez dingue quand on voit le peu d'applications qu'on y a mis. J'ai montré le clip sur mon stream à des amis et à d'autres youtubeurs, et là, ça a été le début des problèmes. Voir Anne Hidalgo en train de se trémousser sur un clip de J-pop, ça a beau être rigolo, ça peut être mal perçu, ou encore, ça peut peut-être lui nuire. On n'avait aucune idée de comment la vidéo allait être reçue. La vidéo pourrait être utilisée de bien des façons, et surtout dans la sphère politique. Et en plus, dans cette période de campagne où les potentiels candidats vont tous s'envoyer des tacles à la carotide, quoi. Ça aurait pu être n'importe quel homme politique, j'aurais fait de la même manière la vidéo, tu vois. C'est pas une attaque personnelle envers elle. Si elle avait dit Valérie Pécresse, bon j'aurais fait Valérie Pécresse, et si elle avait fait Emmanuel Macron, j'aurais fait Macron, tu vois. Tout un tas de questions sont apparues. Est-ce qu'on sort la vidéo? Est-ce qu'on enlève tous les deepfakes? Est-ce qu'on rajoute un réalisé avec trucage? C'est à partir de ce moment-là qu'on a eu des débats en interne. Alors, les discussions ont été longues, vives, animées, on a pris beaucoup de temps et ça a pris beaucoup d'orientations différentes. Et nous sommes arrivés à une décision. Nous avons décidé de laisser les deepfakes et de jouer sur l'ambiguïté. Le fait de mettre un réalisé avec trucage ou de dévoiler la supercherie dès les premiers instants, on se disait que ça pouvait gâcher l'effet escompté. On voulait voir si certains ou certaines allaient tomber dans le panneau. Parce que cela peut vous étonner, mais il y a des gens qui ont vraiment cru que Téchaud de ma cousine à l'époque était un projet sérieux et qu'on avait été mandaté par la mission locale de Fougères et le ministère de la Culture japonais. Nani ? On s'est dit, on va poster le clip tel quel, avec les deepfakes, et on va en faire un outil pédagogique pour sensibiliser le public sur le problème des deepfakes et la vitesse à laquelle ils avancent. Parce que bordel, il y a quelques semaines encore, je n'avais pas envisagé l'idée que je pouvais poster un clip sur YouTube avec un deepfake intégral, et ça juste en un claquement de doigts et un logo. La chose qui m'a le plus dérangé dans notre délire, c'est que c'était trop facile. Si j'avais engagé une team hyper spécialisée qui aurait bossé un mois sur le projet, je me serais dit « Ouais, bon, ok, les deepfakes, c'est quand même réservé à une élite, c'est pas pour demain la veille que ça va poser de gros problèmes. » Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Bon, nous, on a foutu Anne Hidalgo dans un clip de J-pop, c'est pas trop compromettant, et on se doute bien que Anne Hidalgo, elle sait pas danser aussi bien. Mais si nous, avec nos petits doigts, on a réussi à faire ça, en fait, n'importe qui peut le faire. Et peut-être que d'autres personnes seront bien moins attentionnées. À la base, les deepfakes, c'était pour... vous n'aimez pas Timothée Chalamet dans Dune? C'est pas grave, remplacez-le par Kev Adams. Ouais, salut François, je voulais te parler d'un petit projet qu'on a monté, là, c'était de mettre Kev Adams dans Dune à la place de Timothée Chalamet. Oui, sûrement, oui. Roule. Approche, à genoux. Comment osez-vous vous servir de la voix sur moi? Ah ok, Attends, ça a dû couper. Allô? Allô François? Il est de retour. Et puis je t'ai pas montré en plus, en fait on a fait tout le film où tous les personnages c'est Kev Adams, tu vois. Jeune maître,
qu'est-ce que ça fait de poser le pied sur un nouveau monde? C'est excitant, c'est le moins qu'on puisse dire. Monseigneur. Et je me demandais, t'as pas le contact de Denis Villeneuve, c'est pour un projet? Ouais, alors, non, oh non, tu ne m'appelles plus jamais, en fait. Ah, allô, François? Je comprends pas. Vous souhaitez plagier Jerry Seinfeld? Même pas besoin de traduire ses textes, mettez directement votre visage sur un de ses stand-up. Cette hôtesse de l'air, elle te fait des gestes, donc, flous. Tu sais les gestes, mesures de sécurité, en cas de problème. Elle-même, elle sait pas de quoi il s'agit, tu sais, genre... Non, mais c'était gratuit, mais c'est rigolo. Alors, l'idée de remplacer un visage au cinéma, ça date pas d'hier. Et récemment, les exemples se sont même multipliés. On se rappelle de Peter Cushing ou de Carrie Fisher jeunes dans les récents Star Wars. Mais bon là, c'était pas encore du deepfake. C'était des techniques 3D très coûteuses qui demandaient beaucoup de temps et d'investissement par des équipes hyper expérimentées. Bon, ce genre de procédé, ça fait déjà débat. Je ne parle pas là du deepfake, mais du fait de ressusciter des acteurs ou des actrices décédés pour leur faire jouer de nouveaux rôles. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est mal? Je laisserai chacun décider. En même temps, si ça pouvait rendre Ariel Dombal immortel... Feliz Año Nuevo, Happy New Year. Moi je suis chaud, hein, Ariel Dombal immortel, on pourrait l'avoir dans tous les films français. Mais disons que là, remplacer un visage par un autre, ça reste du domaine plutôt artistique. C'est inaccessible pour nous, simples mortels. Mais de plus en plus, le procédé se popularise. Et de petits cons comme nous, bah ça arrive à mettre une politicienne dans un clip de J-pop. Bon, nous, là, c'est pas bien méchant, mais imaginez. Si ça devient accessible à tous, vous allez pouvoir vous faire des deepfakes privés. Ben oui, vous voulez avoir une arme à feu, être dans une manif, danser la tectonique, vous faire un tatouage, un porno avec la voisine? Easy. Et si vous ajoutez à ça tous les groupes privés où ce genre de choses pourrait tourner, le potentiel de nuisance, il est délirant. Vous imaginez votre tête, là, en train de faire un câlin à Zemmour dans le groupe famille? Sur WhatsApp? Moi, je dis ça va pas du tout. Non, 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 j'ai pas envie que ça arrive, ça. Allez lui expliquer que c'est un deepfake à tante Jocelyne, là, 65 ans, qui a pas foutu les pieds sur Internet depuis 15 ans. Ça va être compliqué, hein. Non, parce que là, ça peut être encore rigolo en famille et tout ça. Mais imaginez dans le milieu professionnel. Et c'est déjà arrivé, on a une histoire comme ça aux États-Unis où il y a une mère qui a fait faire des deepfakes de la concurrente de sa fille qui était sportive pour pas qu'elle soit prise à la fac, la concurrente. Et ça l'a vraiment disqualifiée. Ça a été prouvé plus tard que c'était un deepfake, elle a même été condamnée. Mais voilà, on en est déjà là, quoi. Donc maintenant, la question se pose. Si nous, on a réussi à faire tous ces deepfakes aussi facilement, sommes-nous vraiment les premiers? Peut-être que le logo est trop modeste, hein, et que si on n'a pas un logo et notre team, bah en fait, c'est pas accessible. Peut-être qu'on est des pionniers et qu'on est les premiers à avoir réussi une telle vidéo. Bah c'est très simple, on va vérifier ça. Une simple recherche YouTube nous montre que, en fait, on n'est pas les premiers, qu'il y a des tonnes de deepfakes sur le net. Alors oui, certains exemples sont faits par des spécialistes des effets spéciaux. Mais déjà, on le voit, on sort de plus en plus du cinéma. Dans le monde du jeu vidéo, on commence à avoir des exemples montrer le bout de leur nez. Au lieu d'une armée pour modéliser tous les visages des footballeurs, un à un, on pourrait imaginer des deepfakes. Oui, alors, dans cet exemple, on voit les ficelles, c'est un prototype, un essai. Mais si on s'y met sérieusement, on peut voir que les résultats, ils seraient vraiment impressionnants. Et je sais que pour les fans de jeux de foot, ça compte la gueule du personnage dans le jeu. Attendez, il y a d'autres exemples encore plus what the fuck. Vous saviez qu'un deepfake avait été utilisé pour la série Plus belle la vie? On appelle ça le deepfake. Pour Plus belle la vie, le recours à cette technologie coûteuse devrait rester très exceptionnel et à manier avec précaution. Vous avez entendu le journaliste à la fin? Il parle d'une technique coûteuse qui devrait rester exceptionnelle. Le reportage a 2 ans, et à l'époque on voyait encore ça comme quelque chose qui n'était pas à la portée de tout le monde. Ils n'étaient pas prêts. On a des vidéos d'une chaîne de prank, on a des vidéos de techos, on a des vidéos pas tellement méchantes en fin de compte. Mais il y a eu plein de gens à utiliser quand même des deepfakes, et à essayer de faire des deepfakes sur YouTube. Pas que des experts, pas que des grands gens des effets spéciaux. On a eu quelques chiffres, hein. En 2018, il y avait environ 8000 deepfakes en ligne. Aujourd'hui, il y en a 145 000. Ça s'est développé à vitesse grand V. Il y en a partout. Vraiment partout. Il y en a au cinéma, à la télé, dans les jeux vidéo, sur YouTube. Ça se démocratise, les deepfakes. Et d'ailleurs, qui vous dit que je suis en train de vous parler là? Si ça se trouve, c'est pas moi, c'est peut-être un deepfake. Peut-être que j'ai mis quelqu'un d'autre à ma place. On sait pas. Et peut-être que toutes les vidéos que vous regardez, c'est que des deepfakes. Rien n'est vrai. Nous sachons. Alors, ça vous fait peut-être rire comme ça, mais il y a déjà des théories du complot bien fifoles sur le net qui tournent autour du deepfake. Oui, là, il y a un gars qui pense vraiment que Joe Biden est un deepfake.
Combien de deepfakes Joe Biden a-t-il? Alors, vous vous en doutez bien, le deepfake n'est pas passé inaperçu dans les hautes sphères. Hein. L'expérience où on a fait dire n'importe quoi à Barack Obama, elle a beaucoup fait parler d'elle. Il y a eu des gens qui se sont dit « alors là, va falloir faire un truc, ça va un peu loin ». On a développé des outils, donc, pour détecter les deepfakes. Alors, super, en plus on en a un, ça s'appelle Deepware, on va le tester, et en plus, nous on en a une vidéo avec des deepfakes. Et ben, ça marche pas. Ok, donc en fait, les outils mis en place pour lutter contre les deepfakes sont déjà battus. Bon, vous le savez sans doute, hein, ça a toujours été un peu comme ça, le jeu du chat et de la souris entre les développeurs d'outils pas toujours réglo et les développeurs qui luttent contre eux. Quand on trouve une solution, l'autre camp trouve une solution pour contrer la solution. Avoir des outils pour détecter les deepfakes, ce sera toujours une très bonne chose, mais ça suffira probablement pas à résoudre le problème. Alors il y a Microsoft qui a lancé un outil de certification en 2020, et de leur propre aveu, leur outil n'est pas infaillible. Merci Microsoft. Vous l'avez vu, Deepware, il n'a pas détecté de deepfake dans notre vidéo. Alors que nous, on le sait, notre vidéo, elle est vraiment pas parfaite. Et attendez, Deepware, c'est un outil très très jeune, ça a que 1 an et demi, et il est déjà dépassé. La question se pose donc, doit-on limiter l'usage de cette technologie? Est-ce que c'est pas dangereux de la laisser comme ça aux mains d'un peu tout le monde et de laisser faire tout ce qui nous passe par la tête? C'est déjà un problème très présent. Et moi, dans mon clip Je suis tout ému, avec une vision du deepfake qui remontait à peu près il y a 2 ou 3 ans, eh bien les choses, elles ont déjà bien évolué. Où en sera-t-on dans 2 ou 3 ans? À la vitesse où ça va, on pourrait très bien penser que des applis mobiles proposent de faire des deepfakes aussi simples qu'un face swap. J'en ai d'ailleurs parlé avec Clé de la chaîne Science for All. On a parlé des deepfakes dans notre société et de la responsabilité des développeurs. Salut Lé, comment ça va? Ça va, toi? Bah écoute, ça va. J'ai fait des bêtises avec mon stream récemment. C'est-à-dire que un des trucs sur lesquels insister, c'est que c'est de moins en moins cher, en fait, c'est de plus en plus abordable pour le plus en plus public de faire ce genre de vidéos. Du coup, on s'attend que les deepfakes soient normalisés. À ce moment-là, là, c'est fun, c'est rigolo, mais les deepfakes sont pas mal utilisés notamment pour faire du harcèlement de journalistes, femmes notamment. Et là, ça soulève vraiment des questions de cyberharcèlement, à transmettre de la mise d'informations. C'est des enjeux auxquels il faut être sensibilisé et qui sont inquiétants. Est-ce que toi, tu arriverais à détecter les deepfakes? Est-ce qu'il pourrait y avoir des logiciels qui seraient capables de vérifier la source, tu vois, de dire est-ce que ça a vraiment été fait? Ou est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir des logiciels qui permettraient de dire attention, ici, d'après moi, ce que vous êtes en train de regarder est un faux? Je suis assez pessimiste sur l'idée de détection algorithmique. À tout moment donné, si on met suffisamment de moyens, on peut, avec un peu de temps, on arriverait peut-être à trouver des deepfakes du moment. Mais comme c'est un jeu du chat à la souris, il y a tellement d'investissements dans le progrès aujourd'hui de ces outils, à la fois au niveau hardware, niveau recherche, au niveau déploiement, et en plus une tradition de domaine de permettre de mettre ces outils open source, ce qui fait que ça diffuse encore plus vite. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de retracer les sources à chaque fois, essayer de voir d'où provient l'information. On le fait avec du texte, maintenant on va le faire avec des images et des vidéos. On va être de plus en plus suspicieux et douter de l'authenticité des images et des vidéos. Ce qui m'inquiète un peu avec ce que tu dis, c'est qu'en fait, au vu de la facilité de la réalisation, ça va être limite impossible humainement de vérifier l'intégralité des contenus. Moi, je trouve que va y avoir un enjeu peut-être quand même d'avoir un outil ou quelque chose qui te permette, ou alors on va devoir vraiment ne plus rien croire, quoi. Il y a des campagnes de désinformation très organisées, avec des millions de dollars, voire beaucoup plus derrière. Ils peuvent produire ça à la chaîne. Il y a déjà des vidéos produites à la chaîne sur YouTube, mais bon, là, la qualité sera bien supérieure. Il y a aussi tout ce qui est deepfake du son, faire dire avec la voix de quelqu'un n'importe quoi. İzlediğiniz yapay zeka tarafından oluşturulmuş sahte bir videodur. On est déjà dans une époque de surabondance d'informations. Donc là, avec ces outils, ça va être encore pire. Il va falloir beaucoup plus travailler sur ce qu'une amie appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire des entités qui sont là pour vraiment certifier beaucoup plus l'information. Au lieu de regarder toute l'information qui vient, peut-être juste c'est regarder l'information juste de qualité, c'est d'identifier l'information de qualité et la certifier autant que possible.
quasiment tous les papiers de recherche qui sont publiés sont autour de la performance des algorithmes, comment faire des trucs qui vont plus vite, plus facile à utiliser. Cette voie de recherche aujourd'hui est juste immorale. Je pense qu'elle est vraiment catastrophique, en tout cas en termes de conséquences sur la société. Et je trouve ça vraiment triste que les chercheurs ne se posent pas plus la question de la responsabilité par rapport à ces algorithmes. Ils font beaucoup d'hypothèses simplificatives sans se rendre compte que la plupart des données aujourd'hui qui sont utilisées pour entraîner les algorithmes les plus influents, c'est énormément de fausses données. En plus, ça va être encore pire avec tout ce qui est deepfake et tout ça. Et c'est aussi beaucoup de contenu produit par des campagnes de désinformation. Petit message envers à toute la communauté des chercheurs au machine learning et au-delà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Lé, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de réagir un petit peu à cette vidéo, cette blague en vrai aussi. C'était un plaisir en tout cas. C'est cool, c'est cool. Merci beaucoup, à bientôt. Comme vous l'avez vu, la vidéo nous a fait soulever un certain nombre de questions. Oui, on s'est beaucoup amusé à la faire. Et oui, si je commence à percevoir une hallucination auditive dans un autre morceau, il y a de fortes chances qu'on recommence. Mais c'est la première fois que nous avons été confrontés à un tel problème éthique. Si bien qu'on s'est demandé, doit-on la poster ? J'ai la sensation que cette technologie pourrait être comparée un peu au début de la génétique. C'était une nouvelle science à l'époque qui partait dans tous les sens. Elle nous a permis d'explorer énormément de phénomènes comme l'évolution, la transmission du vivant, la santé. Néanmoins, l'éthique est arrivée et nous a fait arrêter la recherche sur le clonage des humains. C'est pas qu'on pouvait pas le faire, c'est qu'on ne devait pas le faire. Il est sûrement temps pour nous de nous poser ce genre de questions autour du deep learning, des IA, des algorithmes de recommandation et encore plein d'autres utilisations de ce type de technologie dans notre quotidien. Nous, notre décision éthique, on l'a prise. On a posté la vidéo et vous savez maintenant pourquoi nous l'avons fait. On a voulu sensibiliser sur les futurs dangers des deepfakes, qui sont au final déjà bien présents. On espère que notre démarche aura au moins attiré votre attention sur ces problématiques, que vous ne croirez pas forcément tout ce que vous verrez. Et si vous voulez nous aider, rien de plus simple. En fait, partagez la vidéo en masse autour de vous et surtout tentez de contacter des journalistes pour qu'ils en parlent un peu, parce qu'en fait, ils ne savent pas que l'évolution de la technologie a été si rapide. Peut-être qu'ils ont une image du deepfake qui est comme la mienne avant que je commence à travailler sur ce projet. Et en fait, ça a beaucoup changé. Et ça va beaucoup changer. Et très vite. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous laisse, et si vous voulez passer sur le stream, vous êtes les bienvenus, à très bientôt. Ciao. Un dernier mot, j'ai sorti un livre qui s'appelle Smart Comp, qui est une science-fiction sur une application d'analyse d'expérimentation et qui parle beaucoup de ces problématiques de sécurité et d'éthique des algorithmes. Et le livre est coécrit avec Risk Alpha, donc Tristan de la chaîne Risk Alpha, et les médecins de santé publique. On a vu ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années en termes de désinformation du paysage de la santé publique. Ouais. Et bravo à tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que je pense que le sujet vous intéresse vraiment. Donc je vous invite, normalement jeudi prochain, le 3 mars à 21h sur mon stream, on va discuter avec French Faker. Vous savez, c'est la personne qui a fait Macron et Plus belle la vie. Quelqu'un de spécialiste, c'est son domaine d'expertise, c'est vraiment son métier au quotidien de faire des deepfakes. On va peut-être avoir d'autres invités encore plus incroyables pour en discuter, donc n'hésitez pas à venir 21h normalement jeudi prochain pour parler de tout ça en direct. Vous allez voir, on a plein d'actualités en plus à vous raconter autour de ça. Des bisous!